Bon, donc c'est intéressant, les 3 dernières présentations ont bien inclus parce qu'on passe en fait d'une sphère plus orientée sur le travail, une sphère plus orientée sur l'intimité avec Yael. Et là, on parlait plutôt de politique, d'usage politique. Et il y a également une espèce d'opposition parce que moi, c'est pas nécessairement ces jeunes-là que je cherchais, mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est des jeunes éduqués et très politisés. Donc, c'était pas nécessairement l'a priori duquel je partais, mais c'est ce qui est ressorti. Alors, pour faire une mise en contexte. Donc, c'est des résultats de ma thèse que j'ai terminé l'été passé, qui était soutenue l'été passé, et qui portait sur l'utilisation des médias sociaux à des fins politiques par les minorités francophones au Canada anglais. Donc, hors Québec, pour qu'on ait la posture minoritaire, la situation de minorité qui était présente. Et je partais des médias sociaux pour trouver ces gens-là. Donc, je n'avais pas nécessairement d'a priori. Alors, je passe très très vite sur des éléments de type théorique. Là. En gros, ma posture est en sociologie des usages. J'ai travaillé beaucoup avec l'espace public, Habermas, mais surtout la critique de Nancy Fraser, puis aussi avec Hannah Arendt, grosso modo. Puis il y a des théories de la visibilité dont je ne vous parlerai pas tellement aujourd'hui parce que c'est moins intéressant. Mais sachez qu'il y avait quand même un gros souci par rapport à une visibilité qui serait instrumentale, comme ça arrive souvent dans les médias sociaux. On attire l'attention, il n'y a pas nécessairement de retombées. Versus une visibilité qui serait reconnue, où là, il y aurait des conséquences, un sentiment de reconnaissance pour les jeunes, un sentiment qu'il se passe quelque chose en termes politiques. Et également, toujours l'espèce de postulat où, à partir du moment où on s'exprime dans la sphère publique, médiatisée, donc en ligne, il n'y a pas de garantie, j'aime bien l'expression de la bouteille à la mer, il n'y a aucune garantie de trouver un public, et encore moins de trouver un public réceptif et un public d'élus. Donc, c'est complexe. Rapidement, la méthodologie, en fait, ça s'est étalé sur du temps long, donc observation participante pendant 2 ans et demi. Et c'est comme ça, justement, que j'ai pu trouver les gens que j'ai fini par interviewer. Donc, il y a eu de la veille en ligne des entretiens exploratoires avec des gens en Acadie, en Ontario francophone, ainsi qu'en dans l'Ouest canadien. À partir de ces entretiens exploratoires-là, j'ai pu valider que mes terrains de prédilection en ligne, ce serait Twitter et certains blogs, webzines et webzines, parce que c'est des plateformes qui sont a priori plus publiques que Facebook, par exemple. Donc c'est là où j'ai ciblé étant Twitter et les blogs et webzines, où j'ai ciblé mon observation participante pendant 2 ans et demi, ce qui m'a permis d'identifier tout un paquet de mots-clés et de gens, des contributeurs qui s'expriment sur des questions franco-canadiennes sur Internet. Et j'ai ensuite pu, dans un 3e temps, faire un forage de données, donc du data mining, où j'ai constitué une base de données de 8000 quelques tweets, une fois tout le spam enlevé minutieusement à la main. Donc, tweets qui ont été produits par quelques 2000 usagers uniques. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à priori, je ne cherchais pas des jeunes gens instruits, mais ce qui a résulté de tout ça, c'est que j'ai fait 25 entretiens semi-dirigés, et j'ai même fait des allers-retours souvent avec ces 25 personnes-là, et de ces 25-là, il y en a 20 qui étaient en bas de 30 ans. Donc, et qui ont tous minimalement un diplôme de premier cycle. Donc, c'est quand même une donnée qui est très intéressante et que je n'ai pas du tout exploitée dans ma thèse. Donc, l'Observatoire m'a donné l'occasion d'aller fouiller là-dedans aujourd'hui. Je vais plus porter ma présentation sur le cas de Ta Gueule, qui est un collectif francophone que, si vous vous intéressez aux questions francophones, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux. Ça a été un cas de contre-public très intéressant que j'ai eu la chance d'observer de sa naissance à son essoufflement, si je peux dire, parce qu'ils se sont essoufflés. Et dans les 25 personnes que j'ai trouvées à partir de Twitter, il y en a 3 qui étaient des fondateurs de ce groupe-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a une espèce de circularité sur des personnes très, très, très vocales en ligne, qui sont également porteuses de projets citoyens autres, donc par rapport à des trajectoires d'engagement dont je vais parler tantôt. On voit qu'il y a clairement des parallèles à faire. La genèse de Ta Gueule, déjà dans le nom, vous pouvez tout de suite vous douter que c'est quelque chose d'un peu vindicatif, de très vindicatif en fait, même de frondeur. J'ai mis un extrait, je ne sais pas si vous le voyez, mais la capture, le tweet en bas, donc Ta Gueule va retweeter, donc rediffuser le message d'une personne sur Twitter qui dit pourquoi de toute façon les francophones hors Québec se préoccupent de ce qui se passe à la SRC, de toute façon dans 20 ans ils vont être assimilés. Et Ta Gueule retweet ça en ajoutant « chier ». Donc, ils sont capables de ce genre de sortie-là très, très cynique et cinglante, mais c'est également un collectif dont le but premier était de susciter le débat, de brasser la cage et de sortir des discours institutionnels
Donc, c'était vraiment ça leur mandat de départ qu'ils se sont donné. Donc là, j'ai mis un extrait de acteur numéro 20 que j'ai rencontré, qui était un des porteurs du projet, un des instigateurs du projet. Donc, ils parlent de ta gueule en disant que ça a beaucoup fait jaser au début. Et eux, c'était ça leur point. Ils voulaient se prononcer sur des questions qu'ils jugeaient importantes, notamment l'identité franco-ontarienne et les politiques culturelles et les politiques pointes franco-ontariennes. Donc, c'est des gens qui se réunissaient déjà, donc à 18, 20, 22 ans, dans les bars, les cafés. Notamment, il y a un point chaud à Sudbury et à Toronto. C'était les deux villes où ça se passait beaucoup. Et ils avaient des discussions sur ça, sur qu'est-ce que c'est l'identité franco-ontarienne, pourquoi le système d'éducation ne comprend pas, puis on nous pousse à écouter des listes de musiciens franco-ontariens acceptés par l'establishment. Et là, les jeunes apprennent que être franco-ontarien, c'est plate. Parce que c'est des balades. Donc, il y a toute une espèce de désintérêt de la culture. Donc, eux, c'est des discussions qu'ils avaient. Et juste pour la petite histoire aussi, si la CFO, c'est l'Assemblée canadienne-française de l'Ontario, donc c'est une des institutions qui est très présente dans l'espace public franco-ontarien. Et eux étaient beaucoup en réaction à au discours officiel sur les jeunes et sur l'identité franco-ontarienne porté par la CFO. Donc, ils ressentaient le besoin de créer cet espace. Donc voilà pour la genèse. Ça, c'est une autre citation d'un autre des acteurs que j'ai rencontré, qui est un instigateur du projet Ta Gueule et qui est super actif sur Twitter aussi, qui disait que la raison fondamentale, c'est d'avoir une discussion comme on avait souvent, donc entre nous, dans les bars, dans les cafés, mais qu'on ne voit jamais dans les espaces publics médiatisés comme le droit, le voyageur, donc dans les journaux. Bref. Donc il y avait vraiment ce but-là. Ta Gueule, il y a eu deux grandes itérations. Il y a eu une première itération qui a existé en 2004. Donc, c'est intéressant de voir également que, et j'y reviendrai tantôt, pour ces jeunes-là, les TIC, les médias sociaux, les ressources en ligne, c'est intégré dans les moyens. C'est un moyen rendu normal. On parle de normes depuis le début de la journée. C'est un moyen rendu normal quand on veut s'exprimer sur soi et poser des questions sur soi, son soi intime ou son soi politique. C'est un moyen normal. Donc eux, ces jeunes-là, dès 2004, donc les trois mêmes qui ont démarré le projet que moi j'ai observé en 2012, ils ont parti ce site web-là et ça nécessitait des compétences techniques très poussées à l'époque, en 2004, donc c'est l'époque des Bulletin Board System. Et donc, il y en a un qui était carrément à 17 ans, c'était son projet parascolaire et personnel à temps plein de tenir et de modérer. Vous pouvez imaginer, la modération, c'était un gros ouvrage. Cette première version du site de Ta Gueule, où il y avait plus de 900 membres actifs au point culminant. Et c'était surtout des jeunes, et les deux fils de conversation qui étaient les plus vifs, les plus vivants, c'était sur les politiques autour de la franco-canadienneté, si je peux dire, et autour de la musique. Et ça, c'est un parallèle qui est revenu super souvent pendant mon étude, alors que je ne l'attendais pas du tout. La deuxième itération de Ta Gueule, qui est encore en ligne aujourd'hui d'ailleurs, tagueule.com, c'est celle que moi j'ai pu observer parce qu'au moment où je faisais mon observation participante, il y a cette espèce d'ovni-là qui est arrivé, ce webzine-là. Mais ils ont également une page Facebook, un compte Twitter, et c'est des gens super présents. Dès qu'il y a des commentaires en ligne sur Radio-Canada qui publie une nouvelle, ils vont commenter, ils sont là. Donc, cette itération, elle a vu le jour à l'automne 2011 et elle s'est éteinte ou essoufflée à l'automne 2013. Donc, ça a duré 2 ans. Donc, j'ai pu observer l'entièreté de ce qui s'est passé sur ce webzine, où il y avait vraiment des billets de blog très étoffés, très sentis, où on cite des auteurs, où on a un souci d'argumenter, de sortir justement de Twitter et du 140 caractères. D'ailleurs, une de leurs stratégies, c'était souvent d'écrire quelque chose de très accrocheur, très punché sur Twitter et de mettre l'URL vers l'argument développé et soutenu dans leur webzine. C'était souvent comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc, ça, c'est un extrait de leur manifeste. Je l'ai mis parce que c'est pas instrumental ou anodin. Il y a vraiment l'idée, on revient à l'idée d'un besoin de débat, d'un besoin de sortir du consensus institutionnel dans lequel les jeunes ne se reconnaissent pas. Et également une espèce de réaffirmation de qui on est. On est actifs en ce moment, nous sommes des citoyens en ce moment. Et également un lien par rapport aux technologies. Je ne sais pas si c'est sur cette capture-là ou sur la suivante. Oui, si. Nous sommes mobilisés par rapport aux technologies et... c'est un complot. Nous sommes mobilisés par rapport aux technologies et nous ne reculons pas. Donc, cette idée-là. Et puis ensuite, également, rejet du statu quo, réfléchir à haute voix. Et c'était très inclusif. Donc, ils étaient 4 instigateurs du projet.
12 à 20 collaborateurs proches, dont des professeurs de l'Université Laurentienne, de UFT, de Glendon College, des linguistes bénévoles qui ont dit « Moi, je vais vous réviser vos textes ». Et ça allait jusqu'à un lectorat de plusieurs centaines de personnes quand ils ont lancé le truc et pendant la première année notamment. Tout ça dans un style souvent très incisif, informé, prise de position, vraiment un désir de saisir l'opportunité, de créer l'opportunité et de brasser l'establishment. Ça a été le cas de contre-public le plus intéressant et abouti que j'ai pu observer dans ma thèse. Donc, pour Nancy Fraser, l'idée du contre-public subalterne, c'est cette espèce de constitution-là, de regroupement de gens qui ne se reconnaissent pas dans l'espace public traditionnel, généralisé, dominant, etc. Et qui vont se regrouper ensemble pour nommer leurs propres enjeux, leurs propres problèmes, les définir à leur façon. Et ce faisant, ça leur donne également un certain levier en termes de puissance d'agir. Parce qu'une fois qu'on a nommé nos enjeux, on est capable de les porter dans l'espace public, on est capable de poser des questions, d'interpeller un élu sur Twitter. Bon, c'est pas dit qu'il va y avoir des retombées, mais c'est déjà un premier levier en termes de capacité d'agir. Et dans leur cas, ça s'est très très bien passé. Cependant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que leur puissance d'agir, elle était certainement limitée à certaines sphères. Donc, ils ont eu énormément de poids, par exemple, dans la sphère franco-ontarienne, spécialement dans les sphères locales à Sudbury, mais beaucoup moins dans les sphères francophones, beaucoup plus larges. Donc, c'est intéressant, j'ai du temps, parce que j'ai fait très bien. Donc, je vais pouvoir vous donner un peu plus de chair autour de ça. Donc, ça, c'est l'extrait qui est là, c'est un extrait qui parle d'une nouvelle. Donc, dans le cadre de Ta gueule, ils ont signé plusieurs chroniques nécrologiques où, par fiction, par effet de style, ils faisaient la nécrologie d'un organisme, d'une personne, d'un festival qui, selon eux, n'avait plus lieu d'être ou c'était tellement, je sais pas, décollé de son objectif principal que c'était rendu inutile, par exemple. Et donc, ils ont signé l'arrêt de mort de la CFO, donc cette organisation qui est très importante en Ontario francophone. Et ils l'ont décrite, là, je pense que j'ai une capture ici. L'agence de transfert de courriel et de vente de marchandises franco-ontarienne est morte de sénilité sans que personne ne s'en rende compte avant aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement cynique et critique, et à travers ce genre de billets-là, ils ont vraiment secoué les gens que ça concernait, les gens qui étaient engagés au niveau communautaire et au niveau de la CFO. Et ça a eu énormément de poids. Après qu'il y ait eu leur billet dans Ta gueule, il y a des journalistes qui ont appelé la CFO pour dire « Vous êtes critiqués, les jeunes ne se reconnaissent pas dans vous, vous êtes une institution vieillissante, qu'est-ce que vous faites? » Et ça a vraiment créé une espèce d'effet de crise, et ils ont mis à l'ordre du jour, dans les réunions subséquentes à la CFO, comment réagir, premièrement, gestion de crise, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit une espèce de douche froide, qu'est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça a été le genre d'action dans les sphères locales plus limitées qu'ils ont pu avoir. Ensuite, ça c'est un autre extrait qui concerne un autre billet de blog qui a été signé dans Ta gueule. Et c'était un billet de blog qui parlait du québécocentrisme de Radio-Canada. Donc, si vous vous intéressez aux minorités francophones au Canada, vous savez probablement que Radio-Canada, c'est un des principaux vecteurs de nouvelles en français quotidiennes, et malheureusement, à cause des coupes, la Société d'État peut de moins en moins bien faire son rôle. Donc, on est de plus en plus centré sur Montréal et au Québec en termes de couverture pan-canadienne. Et donc, eux, ils ont signé un billet très cynique, je m'excuse, c'est un peu flou, mais donc, coup de gueule sur la québécisation de Radio-Canada, signé Félix, son nom de famille, c'est pas son vrai nom, c'est un nom de plume. Et le billet a été intégralement repris dans Le Devoir. Et ça a fait écho et ça a été retweeté. Et il y a eu une grande rediffusion par rapport à ça. Il y a Stéphane Baillargeon qui avait parlé au Devoir, qui a fait aussi, non seulement le billet était dans Le Devoir, mais il y avait également une entrevue avec l'auteur. Donc il y avait 2 papiers dans le journal. Il y a Marie-France Bazot qui a retweeté ça. Et donc, en termes de chiffres, ça a été très intéressant pour eux. Donc, juste sur Facebook, à partir de leur propre page à eux, ça a été rediffusé 747 fois. Non, c'était à partir du site du Devoir. Donc, excusez-moi. Ensuite, 39 fois sur Twitter à partir du tweet du Devoir, 74 commentaires dans le site du Devoir, mis à part les commentaires dans leur propre site, qui étaient de l'ordre de 80, donc 80, plusieurs dizaines de commentaires, parfois très étoffés par rapport à ce texte-là. Donc ça, c'est le genre d'interaction et d'engagement dans le commentaire qu'on voit très rarement dans les webzines et dans les blogs. C'est plus des chiffres que l'on voit, surtout pas pour des trucs très politisés, de niche.
qui concernent des minorités. Donc, c'était des chiffres intéressants. Et pour eux, ça a été des moments où ils ont réussi, en fait, l'espèce de mandat de départ qu'ils avaient de faire arriver la conversation pour que des choses changent et qu'on en parle. Pour eux, c'était des exemples qu'ils m'ont donnés dans les interviews où ça a fonctionné. Donc c'était très intéressant. Et en même temps, ils sont très critiques par rapport au fait que dans le cas de cette citation-là, donc dans le cas du québécocentrisme de Radio-Canada, ça leur a pris ce que moi, dans ma thèse, j'ai appelé des relayeurs légitimement. Donc, ça leur a pris le devoir qui vient les chercher. Ça leur a pris Marie-France Bazot qui les retweet. Ça leur a pris des gens qui jouissaient déjà d'un gros capital de légitimité dans la sphère francophone dominante, qui est très québécoise, qui est très centrée sur le Québec. Et donc, ils étaient très lucides par rapport à ça, que oui, ils ont réussi, si je peux dire, par moment, mais que ça a quand même passé par des Québécois qui ont déjà de l'estime et de l'écoute et qui ont déjà une portée. Donc, ils étaient très lucides par rapport à ça. Un autre point qui est intéressant et triste à la fois, et qu'on rencontre en toute la littérature sur les alternative media ou les médias communautaires, c'est l'idée de la fragilité de cet élément, de cet organe-là qui est à gueule, puis le contre-public. Donc, parce que c'était du bénévolat, parce qu'il n'y a pas de ressources, ça a fini par s'épuiser, et ils ont très très bien alimenté le site à hauteur de 2 à 3 posts par semaine pendant 2 ans, ce qui est déjà énorme. Et ensuite, ça s'est essoufflé, ça s'est éteint. Donc, une fatigue, un manque de ressources, mais également une fatigue. Et ça revenait beaucoup dans les entrevues de ces gars-là, mais également des autres personnes que j'ai interviewées à travers le Canada français. Surtout les jeunes, c'est une problématique à laquelle on ne pense pas, mais très souvent, ils sont parfaitement bilingues sans accent. Et pour eux, l'anglais, c'est plus le gros méchant loup. Pour eux, l'anglais, ça fait partie de la réalité. Cependant, comme lui me le dit justement, cet acteur-là, on sait dans les diapos suivants, excusez-moi, on y reviendra très rapidement, c'est que pour eux, donc, vivre en français, ça relève d'un choix, et ça relève d'un choix qui leur complique la vie. Parce que chaque fois qu'ils vont commander leur café en français, ils savent très bien que ça va venir avec un haussement de sourcils ou un commentaire en anglais. Donc, il y a toute cette idée-là de prendre position, de le faire, et que ça leur complique la vie. Il y en a 2 là-dedans qui ont été à l'Université Laurentienne pour avoir des cours en français. Dans les faits, 80% de leurs cours, ils les ont suivis en anglais parce qu'il n'y avait jamais assez d'inscrits. Donc, ils savent très bien qu'en choisissant de vivre en français, ça complique la vie. Donc, c'est très politique pour eux de faire ça. Leur choix d'études, leur choix de s'exprimer en français sur Internet, ils sont très conscients de tout ça. Mais ça vient également avec une fatigue. À un moment donné, ils se tannent, et de switcher à l'anglais, ça leur donne comme une petite pause, en fait. Donc, il y avait ça qui était là. Maintenant, sur la participation politique, je vais accélérer un peu la cadence. Donc, la participation politique, très classiquement, on la définit à partir de certaines grandes catégories d'actions, aller voter, participer à un parti politique, des choses comme ça. Et moi, ce qui est ressorti très fortement, c'est que dans certaines conditions, notamment pour les gens qui ont porté le projet Ta Gueule, l'usage des technologies numériques, c'est carrément une forme de participation politique, si ce n'est leur principale forme de participation politique, parce qu'ils la font au quotidien, versus aller voter qui se passe aux 4 ans. Et ça, c'est eux qui me le disaient comme ça, dans leur légitimation. Donc oui, ça prend un engagement de fond pour qu'il y ait pas de participation politique, mais dans leur cas à eux, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai fait rapidement des portraits. Donc, j'ai fait quatre portraits avec les 4 instigateurs, les 3 instigateurs et un des collaborateurs très présents de Ta Gueule. Donc, le portrait 1, on voit que c'est quelqu'un déjà qui vient d'un milieu que je dirais de classe moyenne, mais quand même avec des parents très politisés et instruits. Et lui, s'impliquait dans des partis politiques dès l'âge de 16 ans. Donc, dans sa trajectoire d'engagement, politique et technologie sont finalement entremêlés et l'un ne va pas nécessairement avec l'autre, mais ils ont évolué de manière similaire, si je peux dire. Parce que lui, il avait 14 ans quand il s'est impliqué dans le forum de Ta Gueule, donc la première itération, ce qui est quand même très signifiant. Deuxième acteur, donc aussi parent francophone, ici on est plus dans une classe dite modeste, en termes de background socio-économique. Il se définit comme un gars impliqué, là, c'est le gars typique qui fait tout le parascolaire. Dans son cas à lui, son engagement, sa trajectoire d'engagement, il était vraiment dans des partis politiques beaucoup plus près de la culture. Cependant, c'est très intéressant parce qu'il s'est beaucoup engagé dans les salles de spectacle, dans les maisons des jeunes, dans ce genre de milieu-là, où il passait par exemple par une très bonne connaissance, une expertise en termes de musique francophone cool, pour ensuite faire que ses amis s'intéressaient à la culture francophone et éventuellement l'identité francophone. Et là, on peut peut-être avoir une conversation plus politique
une fois que tu es intéressé, une fois que tu t'es dit, OK, mais c'est cool être francophone finalement. Parce qu'il faut savoir que souvent dans les écoles francophones, dans la vie sociale, dans les corridors, ça passe tout le temps en anglais. Très souvent, dans ce qu'eux m'ont décrit à Sudbury, à Toronto. Troisième acteur, je passe à l'engagement également qui passait par la musique et par l'art. Donc lui c'est l'instigateur, c'est la personne qui a démarré le premier forum à 16 ans. Donc c'est quand même une activité à titre personnel assez prenante en termes d'action politique et personnelle. Et lui a également passé par la musique, parce qu'ensuite il était intervenant en Maison des Jeunes, et il faisait carrément des démarches où il faisait venir des artistes, où il faisait venir des disques, pour faire écouter à ces jeunes de Maison des Jeunes des artistes francophones, sans leur dire « je vais faire écouter la musique francophone », il faisait juste mettre de la musique cool, et les gens faisaient « hey, c'est en français, ouais, en plus c'est un gars de Toronto, ou c'est un francophone de l'Alberta, ou c'est une gang du Yukon », et là, la discussion sur l'identité francophone pouvait suivre s'il y avait eu. Quatrième portait, bon, je vais passer plus vite, mais encore une fois, quelqu'un de très impliqué dans les milieux étudiants, etc., etc. Donc, ce qui ressort, ouais, ça c'est un tweet, l'image de Batman, c'est le genre de mime que font la gueule. Donc, ce qui ressort, c'est que l'usage des médias sociaux, c'est vraiment un moyen normal. Donc, c'est un moyen qui est intégré dans les répertoires d'action, si je peux dire, dans les nouveaux répertoires d'action en termes de mobilisation, d'engagement. Pour eux, c'était carrément un moyen intégré. Ils ne se voyaient pas parler de politique sans en parler sur Twitter, sans en parler dans Facebook, etc., etc. Et également une grande expertise de leur part en termes de stratégie de visibilité. Donc, par exemple, l'humour, les mimes, les mots-clics, c'est vraiment des éléments avec lesquels ils sont très compétents, très experts. Ils savent que s'ils mettent tel mot-clic, ils me le disaient. Je sais que si je mets ONFR comme mot-clic, il y a des journalistes là, qui font juste ça, checker ça sur Twitter. Donc, je sais que si on est 3-4 à tweeter tel truc avec le mot-clic ONFR, ça va se ramasser dans les journaux le lendemain ou le surlendemain. Donc, des stratégies à ce niveau-là. Et en guise de conclusion, j'avais deux petits verbatims enfin. Donc, par rapport au fait qu'il y a clairement quelque chose en termes d'un besoin d'espace public alternatif qui se passe. Et les trois grands éléments qui ressortent de ce moyen-là, de ce besoin-là, qui fait que les gens se tournent vers les médias sociaux, c'est le premier, c'est l'idée qu'il n'y ait aucun média traditionnel ou espace traditionnel ou institutionnel, comme avec la CFO, qui leur permette d'avoir une discussion comme ils le veulent. Donc, premier élément. Deuxième élément, il y a une visibilité potentielle qui est super intéressante pour eux. Donc, même si elle n'est que potentielle et que parfois on prêche aux convertis, c'est quand même une discussion en français qui se passe dans l'espace public. Donc, si j'ai des amis francophones ou francophones assimilés ou anglophones francophiles, ils peuvent peut-être l'avoir. Et ça, pour eux, c'était super important. Beaucoup plus, donc, ils vont se tourner beaucoup plus vers les médias sociaux que vers un forum privé francophone, pour cette raison-là. Et le troisième élément, qui est un élément auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est un élément en termes de souplesse de niveau de langage. Dans les médias sociaux, si on fait des petites fautes, on ne se fera pas lancer des pierres. Alors que si j'écris dans le site du devoir un commentaire et que je fais des fautes, je vais me le faire dire systématiquement. Et ça, c'était à la fois une force, mais aussi une faiblesse parce qu'ils sont très fiers, surtout les gars de ta gueule qui étaient des gars super éloquents en termes de langage. Donc pour eux, le niveau de langage, c'était vraiment une fierté. Et quand moi, je leur avais dit ça, ils l'avaient un peu reçu en leur disant qu'on parle mal. Je dis non, c'est pas ça. Mais les gens qui vous lisent ou qui vous commentent, quand je leur parle à eux, ils le voient comme une facilité. Parce que justement, si on s'exprime avec un anglicisme, on a l'impression qu'on peut plus le faire dans un commentaire de billet de blog que quand on s'adresse à un journal, par exemple. J'aimerais bien là-dessus.